Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, c'est moi, Anthony Delarenne, co-rédacteur en chef, qui animera le podcast, puisque l'autre co-rédacteur en chef, Adi Raphaël, est désormais papa d'un jeune garçon, Nadim Raphaël. Donc, premièrement, bienvenue Nadim dans l'équipe. Et deuxièmement, au nom de toute l'équipe de Culture Soccer, je souhaite à Adi Raphaël, sa femme et son fils une très belle aventure. C'est très beau de voir le tout. Mais pour revenir au soccer, donc on est quelques jours après la draft. Ça a été une belle draft. Pour une des premières fois, la ronde 2, la ronde 3 n'a pas été diffusée. Mais quand on pense à la draft chez Culture Soccer, on pense directement à qui? Florian Mauger. Donc, ça va bien, Florian? Oui, salut Anthony, bonjour. Je vais très bien, oui. Parfait. Et la première partie de podcast, on est également rejoint par Alexandre Castin, joueur, là, défenseur central qui a évolué chez les Spartans à Fullerton. Donc, ça va bien, Alexandre? Salut, merci beaucoup. Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai l'impression que tu vas pouvoir là, nous donner quelques pistes sur des joueurs qui ont été draftés et tout. On le connaît, on sait que tu connais un peu plus la Big West, donc c'est ça. Tu vas pouvoir nous apporter une expertise qu'on n'a pas normalement. Mais en premier, moi, j'aimerais ça, là, vite fait comme ça, Alexandre, savoir ton impression générale sur cette draft qu'on a eue là, il y a quelques jours. Bah, écoutez, moi j'ai été assez surpris parce que bon, j'avais déjà regardé la draft l'année dernière parce que j'avais des amis susceptibles d'y être. Et là, j'ai regardé cette année. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que on a eu beaucoup de joueurs qui viennent de l'Est et plus particulièrement de l'ACC. Et j'ai été assez surpris de voir le manque de reconnaissance que les équipes ont eu envers les joueurs de l'Ouest, qui sont pour moi les plus talentueux et qui sont pour moi les joueurs qui sentent le plus le football et le soccer en général. Et donc voilà, j'ai l'impression que ça a été c'était controversé. Je voyais les avis des gens aussi qui ont été assez surpris. Et donc voilà, c'était une des premières drafts avec celle de l'année dernière à laquelle j'ai assisté. Et voilà, j'ai été assez surpris, à vrai dire. Parfait. Et de ton côté, Florian, un avis général sur la draft? Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Alex. Et pour ceux qui ne connaissent pas la SEC, c'est une grosse conférence de l'Est qui est ultra populaire dans le pays, grâce aux sports majeurs que sont le basketball et le football américain. Donc ça leur donne une grosse visibilité, mais pour autant le niveau du soccer dans cette conférence depuis 3-4 ans ne fait que décliner. Et voir autant de joueurs surtout qui soient autant privilégiés là-bas, c'est quand même assez surprenant, sachant que cette draft en tout cas pour suivre le collège soccer depuis quelques temps, normalement cette draft était quand même plutôt attendue pour être la plus talentueuse de ces dernières années parce qu'il y avait beaucoup de talent dans le pays, énormément en particulier vers l'Ouest. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, donc personne n'a joué à part les Sissi. Mais malgré tout, j'aurais pensé que même si les autres n'avaient pas joué, ils allaient être considérés par les équipes. Et en fait, on remarque que la très grande partie de la sélection a été faite uniquement vers ceux qui ont joué là pendant le premier semestre. Et c'est quand même je trouve ça un peu décevant de voir qu'il n'y a pas de reconnaissance par rapport aux autres entraîneurs qui travaillent super bien et pourtant qui ont moins de moyens et qui font avancer le collège soccer cette année. C'est le côté où je suis un peu déçu et je me pose un peu des questions sur la super draft. Oui, exactement. Et parfois, on sent même un peu la MLS mettre moins d'efforts sur la draft. Je me rappelle la saison passée, les premiers joueurs draftés
la MLS avait envoyé une équipe à leur domicile, des choses comme ça. Cette année, c'est vrai, il y avait la COVID, mais on n'a rien vu de ça. Même parfois, les connexions des équipes pour annoncer les drafts, ça marchait pas. Donc, c'est plein de petits problèmes techniques que normalement on évite. Et on dirait que là, la MLS met un peu moins d'efforts. C'est un peu dommage, mais c'est ça. Aujourd'hui, au podcast, ça va être vraiment un podcast en deux parties. Une première partie avec Alexandre, qu'on va vraiment être axé sur les joueurs. Donc, dire c'est les joueurs qui, selon nous, qui vont très bien marcher dès la première année. Peut-être des flops et tout, des choses comme ça. Puis après ça, on va regarder le travail des clubs. Donc, quel club a bien fait, quel club a moins bien fait. Donc, commençons cette première partie. Je vais commencer avec toi, Alexandre. Au niveau de l'Ouest, pour toi, c'est quel joueur tu penses qu'il va pouvoir avoir un impact là, dès sa première année, dès sa saison rookie en MLS? Ben, écoutez, moi, je vais parler d'un joueur que j'ai vu jouer, contre qui j'ai joué, qui est Dani Trero. Donc, a été sélectionné en 12e position, je crois, par LAFC. Donc, c'est un joueur très talentueux, très, très talentueux, qui m'a surpris parce que, bon, voilà, il est assez petit et tout ça, mais il est très, très vif, très, très technique, qui a l'aise balle au pied, et qui peut créer des différences. Et voilà, ça m'a surpris parce que, bon, j'ai attendu plein d'histoires sur lui avant d'arriver, même qu'il a été refusé à mon université à Fullerton, qu'il n'a pas été pris là-bas, etc. Qu'au final, il est allé à Northridge et qu'il a explosé là-bas. Et voilà, pour l'avoir vu jouer, première touche de balle, on voit que ce joueur peut faire des différences. Et dans une équipe à LAFC, qui pour moi est l'équipe qui sent le plus le football de la MLS, qui sent le plus qui a l'air vraiment, qui joue vraiment bien au ballon, qui est vraiment au style latino que j'apprécie. Je pense qu'il va faire du bien, qu'il va pouvoir suppléer aux attaquants qu'ils ont déjà et qui va bien se fondre dans le mix et que voilà, je pense qu'il pourra avoir un impact. Donc ça, c'était le premier joueur. Et après, je vais parler donc de mon ex-coéquipier, donc Christian Pinzon, qui pour moi est aussi, voire plus talentueux que Trero, qui est vraiment un joueur incroyable, qui a une qualité de frappe incroyable. Il utilise son corps comme personne, il peut protéger le ballon avec des joueurs qui sont beaucoup plus épais que lui. Il arrive quand même à protéger le ballon, pouvoir utiliser son corps pour pivoter. Il a une technique balle au pied qui est incroyable, qu'il a appris au foot en salle et au foot au five. Et donc voilà, je trouve que c'est un joueur qui est pour moi talentueux. De tous les joueurs avec qui j'ai joué, c'est un des meilleurs joueurs. Et donc voilà, c'est un joueur très très complet. Et donc j'étais assez surpris de le voir aussi bas parce que en ayant vu Dani Trero et lui, pour moi il y avait une différence de niveau qui n'était pas du tout conséquente. Et pour moi, bon, après Christian était mon coéquipier, donc je suis pas forcément peut-être objectif, mais de ce que j'ai vu, c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Donc voilà, c'est à peu près les deux joueurs que j'ai retenus. Et pour parler de quelqu'un qui n'a pas été sélectionné du tout, Rodney Michael, qui est un peu dans le même genre que ces deux joueurs, dans le même registre, et qui était comme les deux autres, très à l'aise balle au pied, et qui pouvait faire des différences énormes, et qui lui a carrément pas été sélectionné du tout, ce qui m'a beaucoup surpris, parce qu'il était annoncé au premier tour, ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça a été assez bizarre. C'est un joueur très technique et très talentueux qui sent le foot, qui sent le jeu. Et voilà. Parfait. Donc, les joueurs à retenir de ton côté, c'est de Daniel Trejo. On a d'ailleurs, l'LAFC a fait une petite référence à l'acteur Danny Trejo. C'était quand même assez drôle. Après ça, il y a Christian Pinzon repêché au deuxième tour par le Fire de Chicago. Et t'aurais aimé ça voir Rodney Michael également, que malheureusement que les équipes ont décidé de ne pas sélectionner. Et de ton côté, Florian, pour toi, c'est qui aura un impact là, dès 2021 en MLS? Bah, pour moi, il y a Christian Puzan. C'est vrai que je l'ai vu jouer, je l'ai même vu en vrai quand je suis allé aux États-Unis. C'est un joueur, il est fantastique, il pue le foot. On peut dire, c'est un crack. Il joue avec tout ce qu'il fait, il le fait avec une confiance, il ne doute
il ne doute jamais. Il a un excellent toucher de balle. Tu peux envoyer le ballon le plus pourri dans la position la plus difficile. Il arrive à le contrôler avec une facilité. Il arrive à enchaîner le tir juste après, comme s'il n'avait jamais été gêné. Il marque des buts avec classe. Il est clutch aussi parce qu'il faut pas oublier, moi j'étais au match contre Air Force et pendant la prolongation, parce qu'à l'université vous avez des prolongations lorsque le match n'a pas été décidé et à ce moment-là vous avez un but en or. Il, il a mis un but en faisant un râteau, c'est une passe dans la surface, il fait ensuite un râteau, enfin il fait absolument tout avec classe et par rapport à sa façon de jouer, c'est un joueur qui se déplace beaucoup, il joue neuf, il joue aussi ailier, mais je le trouve meilleur en tant que neuf, mais c'est plutôt genre un faux neuf, un joueur qui a besoin d'être libre, il faut pas qu'il reste cantonné à sa position, il faut qu'il bouge et il le fait très bien, il décroche très bien aussi, il joue avec intensité. C'est vraiment un superbe pick qu'a fait Chicago. Ensuite, par rapport à Danny Trejo, c'est vrai de ce que j'ai vu un peu dans les highlights, tout ça, il a l'air d'avoir une très bonne technique. C'est vrai il a progressé au cours des années. Il a marqué quand même, je crois, la dernière saison 15 buts. Euh, Aussi apparemment, il est allé jouer aussi en Enisa avec le LA Force. J'ai découvert ça récemment. Après, est-ce qu'il va vraiment réussir? Je sais pas. Quand je l'ai vu en vrai à Portland, c'est un, c'est plutôt, je dirais, un 9,5 qui, s'il n'a pas le bas, si vous lui coupez euh, du ballon, il n'apporte pas vraiment grand-chose. Donc il y a un petit doute à cela. Il va falloir qu'il travaille sans jeu, sans ballon. Comme autre joueur, il y a aussi Josh Drake, puisque si on parle de l'ouest du pays, il faut prendre aussi tout ce qui est Colorado, tu vois, le Colorado, New Mexico, tout ça. Il y a Josh Drake qui, lui, il a monté en flèche dans les mock drafts suite à ce qu'il a fait lors du combiné à Kansas. À la base, c'est un ailier qui peut jouer, il peut jouer aussi 8, il peut jouer 9, il peut jouer 10. Et lors du combiné, il a impressionné en tant que latéral gauche. Et c'est un joueur que je suis depuis sa saison freshman. Et ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il progresse tout le temps dans la difficulté. C'est, il a tout le temps progressé. Il a encore une marge de progression importante. Et c'est pourquoi je pense qu'il peut avoir un impact dès sa première saison et aussi il est très intelligent. Il est aussi redoutable sur ses coups francs et là sur ce point-là, c'est justement sur ce point-là qu'il risque de se démarquer. Ensuite au niveau des joueurs de l'Ouest, je sais pas ce que Alex en Si pense je peux de. citer quelqu'un, Ouais. si je peux citer quelqu'un que j'ai oublié, dont j'ai oublié de parler, c'est Nabi Kibunguchi, Mhm. contre qui j'ai joué, donc qui était à Davis, que moi j'ai pas participé à ce match parce que j'étais blessé, mais qui m'a impressionné en tant que défenseur central. C'est-à-dire que lui, son travail, ce qu'on lui a demandé à Davis, c'était de défendre, et il est dans l'anticipation, dans le duel, dans le jeu aérien, dans tout ce qui est défensif, il est vraiment incroyable. Il a pour moi le niveau de jouer dans une équipe MLS à ce Mhm. niveau-là, puisque c'est un joueur qui vraiment défensivement possède des qualités. Et dans la gestion de la profondeur, dans la gestion des ballons aériens, tout ce qui est appréciation de trajectoire, il est vraiment très performant. Et donc j'en ai déjà parlé avec Florian, on a un peu parlé de son jeu au pied. C'est vrai que dans son équipe, on n'a pas été amené à le voir dans l'utilisation du ballon parce que c'est une équipe qui avait un jeu très direct et qui jouait beaucoup en jeu long et contre-attaque. Et donc c'est vrai qu'on m'a émis des doutes sur lui, mais moi de ce que j'ai vu, au niveau défensif, c'est largement suffisant. Et après, je sais que dans une équipe de MLS, il aura ce qu'il faut pour se développer au niveau du jeu au pied et de l'utilisation du ballon. Après, je ne sais pas forcément comment joue Minnesota, mais je sais que défensivement, il pourra s'imposer dans une équipe de MLS.
Ouais, Il puis faut... Mhm. ouais, Florian, je disais que ouais, avec Minnesota, surtout, il y a peut-être le potentiel d'au moins rentrer dans la rotation. On sait que Opara est parfois blessé. Donc j'ai l'impression que son plus gros concurrent, ça va être un Callum Montgomery qui a été échangé à Minnesota. Donc je me demandais, Florian, entre Callum Montgomery et Nabilé Kibunguchi, tu penses c'est qui va l'emporter? Moi, je me rappelle par rapport à Callum, de ce que j'avais vu une fois lors d'un match, c'est sûr que si on doit comparer la qualité euh, de relance, surtout, c'est que notre joueur là de UC Davis là qui l'emporte. Après, c'est ce qui peut jouer, c'est voilà, quand j'en parlais avec, c'est au niveau de son aisance avec le ballon. Il faut voir aussi si Minnesota sera patient avec lui. Donc, s'il est patient avec lui, je pense que c'est là qu'il va commencer à marquer des points. Ils vont peut-être le prêter en USL comme ils le font avec des joueurs. C'est di- c'est difficile à dire puisque Callum Montgomery, là, quoi, il a déjà 2 saisons en pro, donc il part en avance. Donc ça va se jouer aussi sur la précédente. Donc c'est difficile. Je dis Callum en premier, mais la porte est ouverte pour les deux. Moi, pour avoir joué contre Callum Montgomery, ce que je peux dire, c'est que Nabil a l'air beaucoup plus agressif, on va dire. Et défensivement, son appréciation de trajectoire et sa gestion de la profondeur avec des joueurs qui sont peut-être plus rapides que lui, il est vraiment incroyable. Donc c'était vraiment incroyable à voir la façon dont il arrivait à tout stopper, quoi. C'était vraiment, ça m'avait choqué. Quand je l'avais vu, je m'étais vraiment dit que voilà, ce mec, c'était vraiment une bête. Et pour moi, je donne un avantage à lui. Après, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience du pro comme Montgomery, mais peut-être que voilà, peut-être que l'insouciance voilà, il va peut-être réussir à s'imposer directement. Ouais, c'est possible. Moi, je me rappelle contre Louisville, il a fait un match impressionnant. Vraiment, là, il a été comme toute son équipe. Là, ils avaient très bien joué. S'il refait pareil, il peut s'imposer. Si Parce qu'il y avait aussi le souci avec UC Davis, c'est que l'équipe met toujours un peu de temps avant de se mettre en route. C'est surtout après que la première partie de saison passe, là le niveau commence à s'élever. Donc s'il arrive à le mettre le curseur tout de suite directement, il a sa chance. Il a sa chance. Parfait, parfait. Et on parlait de Pundian il y a quelques instants qui a été repêché à la 21e place lors de la deuxième ronde. Moi, je me demandais un peu dans le même genre, quel joueur pensez-vous qui pourrait surprendre? Parce que souvent, dans les drafts MLS, à l'extérieur du top 10, souvent les joueurs ont de la misère à vraiment là, marquer les esprits en MLS. Je parle pas forcément de la première saison, mais qui vous pensez d'ici les 3 prochaines années pourrait avoir pourrait être un joueur là, de MLS? Donc, c'est ça, peut-être avec un peu de prêt en USL et tout. C'est qui vous pensez que dans quelques années là, pourrait nous surprendre là, dans cette draft? On peut commencer par toi, Florian. Parmi toute la liste des joueurs draftés, tu veux dire? Ouais, c'est ça exactement. Peut-être aller plus vers les deuxième, troisième rondes là. Ah, mais j'en avais déjà fait en plus un article. Tu as Diego Gutiérrez. Ça va être vraiment le joueur qui, vraiment, lui, là, c'est vraiment mon plus gros espoir, c'est celui que je suis prêt. Si demain je dois tout miser, ça sera vraiment sur lui. Je pense qu'il est capable, déjà, dès sa première saison, il a une qualité technique, alors qu'il ne vient pas d'une académie. C'est-à-dire, en termes de talent, il a le même talent d'un joueur qui sortirait d'une académie, alors qu'il ne vient pas du tout. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est là où il va se marquer, parce que lorsqu'il va faire la pression importante, je pense les gens, les entraîneurs, les coachs, les joueurs vont être surpris de voir un joueur de collège qui n'a jamais fait d'académie, juste un club de soccer, avoir
une telle facilité à éliminer les joueurs et une grosse frappe, à faire le spectacle aussi, comme il sait le faire, mais il fait pas juste le spectacle, il le fait aussi pour amener de l'impact à une équipe, et c'est justement sur ça qui risque de impressionner tout le monde en MLS quand il commencera à jouer. C'est vraiment le joueur que je pense il va vraiment apporter quelque chose. Et il y a aussi, bon, Josh Rack, que je parlais juste un peu rapidement avant, qui, qui lui aussi peut vraiment faire de la différence. Il est vraiment, comme il est vraiment intelligent, il sait quoi faire pour s'améliorer à chaque fois. Parfait. Et de ton côté, Alexandre, peut-être des joueurs que tu t'entends pas avoir un MLS dès cette année, mais que tu es pas mal sûr que dans quelques années, là, ça va être des joueurs de MLS. Moi, s'il y a un joueur que je peux vous dire, c'est Alvaro Quesada, parce que voilà, moi, je vais vous parler de joueurs que je connais. C'est vraiment un joueur qui a la classe balle au pied. C'est-à-dire, c'est un joueur qui, pareil, sans le football et qui manque peut-être un petit peu physiquement d'impact, mais par contre, il a la classe. C'est un joueur qui sent le football, qui a une qualité technique qui peut lui permettre de sortir de petits espaces. Donc voilà, peut-être travailler donc soit avec une équipe USL la première année ou bien physiquement avec une équipe MLS. Et vu l'équipe qu'il a choisie, donc LAFC, ça correspond vraiment au jeu, un jeu avec ballon qui est quand même tourné assez vers l'avant. Je pense qu'un joueur comme ça, ça pourra leur servir d'ici quelques années. Donc moi, c'est vraiment un joueur sur qui je me suis Mhm. penché et que voilà, je connais. Et aussi, il est très bon passeur et il défend très bien. C'est pas forcément évident d'avoir des joueurs qui soient bons sur les déplans. Il y a toujours des fois un joueur qui néglige soit un peu l'attaque, soit un peu la défense. Et sur ce côté-là, il est vraiment fiable défensivement, il fait le boulot. Et, et il est très bon. Et au niveau de la passe, il est vraiment très très bon. D'accord, d'accord. Et pour les Français qui nous écoutent, je sais il y a un Français qui a été repêché par le FC Dallas, Thibaut Jacquel. Si je me trompe pas, c'est le seul Français de cette draft. Il y en a eu deux autres. Il y en a Deux eu deux autres. autres. Ouais. D'accord. Ben, Florian, est-ce que tu pourrais nous parler des trois joueurs français qui ont été repêchés? Pour Thibaut Jacquel, c'est un neuf, tu sais, qui joue dans l'est du pays, en Caroline du Nord, à Campbell University. Et il a fait là une grosse saison l'année dernière, en 2019, où il a marqué 18 buts. L'équipe a fait une année historique où ils ont perdu que deux matchs en saison régulière et ils ont fait que deux nuls. Je crois avec 12 victoires ou un peu plus. J'ai pas trop ça en tête, mais c'était vraiment un record dans l'histoire du programme. Euh, il est grand, il est plutôt, je dirais un attaquant vertical, c'est plutôt, je dirais, style d'un attaquant, un attaquant pivot qui manque peut-être un peu je dirais quand même, il manque de vitesse, il manque vraiment de vitesse. Et par rapport au FC Dallas, je pense qu'il a pris surtout pour compléter leur réserve, puis aussi on regarde ce qui s'est passé aussi avec Kel Jennings que j'avais annoncé à la der, à la dernière draft. Kel Jennings qui est quand même plus mobile que Thibaut Jacquel de ce que j'ai vu, n'a pas été gardé pour la MLS. Il voulait le faire signer apparemment pour la réserve, mais il a décidé de partir en réserve. Et devant, il y a eu, tu sais, leur jeune attaquant là, Ricardo Pepi, tu as dû le devoir jouer qui bouge partout. Il y a aussi Jara qui est devant. Donc euh, je, je pense que son manque de mobilité ou de vitesse, ça dépend comment les gens apprécient à Thibaut Jacquel, c'est euh, va ne correspond pas à ce qu'il faudrait pour l'équipe. En tout cas, l'équipe première, il va plus jouer avec l'équipe réserve. Après, il faudra qu'il réponde ensuite toi aux exigences du club. S'il arrive à progresser par la suite, ça ira. Il est pas tellement je crois qu'il a 21 ans. Donc il a encore de la marge pour continuer à travailler, doit continuer à travailler derrière. Donc peut-être si ça Pour se passe l'avoir bien, vu,
Ouais, pour Alex. l'avoir vu personnellement, Thibaut Jacquel, pour l'avoir vu quand il jouait à Campbell et que j'étais en South Carolina. C'est un joueur qui représente vraiment la formation à la française, c'est-à-dire très intelligent, qui sait se déplacer. Donc oui, peut-être que pour la MLS, il y a un manque de vitesse pure, mais il compense quand même avec une intelligence de jeu. Il a un toucher de balle vraiment, vraiment bon. Donc voilà, c'est un joueur qui, je dis pas qu'il va s'imposer en MLS, mais il va avoir une carte à jouer s'il arrive à se développer individuellement, à être un peu plus rapide sur ses appuis, un peu plus vif. Mais au niveau du toucher de balle et de l'intelligence de jeu, c'est quand même un joueur très performant. Je me rappelle, je l'avais vu faire des gestes qui m'avaient plu et il représente vraiment la formation à la française. Parfait, parfait. Et il y a un autre joueur, je pense que c'était Vuk Latinovic. C'est Luther Archimède. Luther Archimède, c'est qui a été drafté par le New York Red Bull. Ah oui, oui, le Guadeloupéen. Sur lui, Florian, est-ce que tu as un avis? C'est hyper compliqué parce que moi, même pour avoir suivi les Syracuse et voir ce que les médias ont reporté sur lui, ce qui est vrai, c'est il n'a pas été performant. Donc, le voir drafté aussi haut, ça a été une grosse surprise. Après, il faut noter que à Syracuse, le coach qui a depuis là 3-4 ans fait énormément de mauvais boulot. Syracuse qui était vraiment une top équipe qui jouait à un jeu ultra séduisant. C'était hyper agréable à regarder, est devenu maintenant une équipe de kick and rush. Donc c'est très difficile pour les attaquants offensifs de se mettre en valeur comme cela. Donc pour moi c'est le trou noir absolu pour savoir si le joueur a une chance ou pas. Impossible de juger. Et en même temps, on peut croire là, qu'il va rejoindre l'équipe réserve des Red Bulls. Ça serait logique. En plus, ça lui mettrait peut-être un peu moins de pression. Il pourrait prouver ce qu'il vaut. Et on sait très bien que quand un joueur marche bien dans la réserve des Red Bulls, on le voit très rapidement en MLS. Donc, je pense que si, comme tu dis, il y avait un certain trou noir autour du joueur parce que le style ne le mettait pas en valeur, ben c'est sûr qu'avec les Red Bulls 2, il va pouvoir prouver, puis ça va bien. Il n'y a aucune limite. Sinon, Florent, je sais qu'il y a quand même beaucoup de supporters de l'Impact là, qui nous écoutent. Et au draft, ils n'ont pas drafté beaucoup de personnes, mais il y a Giuseppe Baron qui est sorti, qui a été repêché, si je ne me trompe pas, là, au cours du deuxième tour. Non, c'est au début du troisième tour, désolé. Et c'est ça, donc pour les partisans j'ai dit de l'Impact, mais du CF Montréal, est-ce que tu as eu la chance de le voir jouer, JCP Baron? Un peu, mais un peu, tu sais, comme ça fait déjà plus d'1 an que le joueur n'a pas joué, il y a des choses que j'ai un peu oubliées, j'ai regardé de nouveau et je peux parler seulement de son équipe parce que je sais que à Michigan State, c'est là d'où il vient, il y a des idées dans le jeu, mais les milieux de terrain sont assez sous-exploités. Et ils ont du mal à s'exprimer. Quand l'équipe a du mal à s'exprimer, quand elle n'a pas le ballon, il suffit juste que l'adversaire en face rivalise un peu dans la position, et là, ça devient un peu compliqué pour eux. Donc, sachant cela, ça peut être problématique pour le joueur de passer le cap vers le niveau professionnel. On se rappelle de Ken Krolikik qui a joué, mais j'avais vu des critiques, tout ça, il l'a mis. Ça, je crois que ça n'a pas été simple. Il touchait pas beaucoup de ballons. Je crois que c'était le joueur qui touchait le moins de ballons, mais c'est pas tellement une surprise par rapport aux explications que je donne. Justement, avant, je disais que
justement, Michigan State, dès qu'un adversaire commençait un peu rivaliser sur la possession, ça devenait très très compliqué pour eux. Ils avaient du mal à développer leur jeu. Ils savaient pas trop comment réagir, alors qu'ils ont des idées, mais ils n'utilisent pas assez suffisamment, toi, leur milieu de terrain. Et pour cette raison, je suis pas tellement convaincu que ça soit un bon choix pour l'Impact. D'ailleurs, parfait. Et dernière question de cette première partie, on peut commencer par toi, Alexandre, si tu as un nom en tête. Là. Ben, je me demandais dans le top 5, voire dans le top 10, quel joueur voyez-vous vraiment être un flop, vraiment là, qui ne mérite peut-être pas leur place aussi haut et que finalement vous ne les voyez pas tant que ça, que vous ne les voyez pas avoir le devoir MLS. Donc, je me demandais si tu avais un nom en tête dans le top 5, top 10, Alexandre. Moi, vraiment, les, les joueurs du top 10, j'en connais pas vraiment, parce que j'ai pas eu l'occasion de les affronter. Et je vous dis, les joueurs, même dans le top du premier tour que j'ai affronté, il y a Thomas Williamson, avec qui j'ai joué en USL 2, et Daniel Trero. Ensuite, il y a Nabi que je connais. Sinon, les autres, je suis un petit peu. J'ai pas envie de donner mon avis sur des joueurs que je connais Ah pas. ben oui, je comprends, c'est parfait, il n'y a pas de Ouais. problème. Et de ton côté, Florian? Euh, pour moi, il y a le joueur de l'Inter Miami, Joe Spen. Je pense qu'il faut s'attendre à un flop parce que c'est un joueur qui a un potentiel, ça se sent. En plus, c'est un gaucher qui joue ailier droit, même ailier gauche, mais qui a du mal à exprimer complètement ses qualités. Il a du mal à bien lire le jeu pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, quand il jouait à Indiana, c'est parce que aussi les coachs croyaient à quelque chose croyaient à quelque chose en lui. Donc, il faisait des stats, tout ça. Mais on voyait dans sa lecture du jeu, ce n'était pas tellement ça. Et en plus, il est parti en USL, vu que la saison a été reportée. Il a joué quelques matchs, mais pas beaucoup. Donc on peut douter aussi de sa capacité à passer euh, à l'étape en MLS. Donc moi je le mets dans les des flops qu'il faut s'attendre. Par contre, il est jeune, je crois il a 19 ans. Donc on peut penser que Miami le prend et se dit bon, on lui laisse 2 3 ans et puis on va voir. Donc à s'attendre de le voir plutôt dans 2 3 ans, pas maintenant. Et comme deuxième flop, je mettrai le numéro 1 de la draft. Je lui fais pas de flop, mais c'est seulement une intuition. Je l'ai vu jouer et, et il a joué dans une saison où le niveau a été juste horrible. Il a été horrible et il est capable il prend ses responsabilités, il tire beaucoup aussi. Mais justement, le fait que les Sissi et n'ait pas été bon. Je me demande si le fait qu'il ait été GA, tout ça, si ça fausse pas en fait le préjugé qu'il y a autour du joueur. Donc je dis possible flop qui pourrait arriver, mais je lui souhaite pas. J'espère qu'il va quand même réussir parce qu'aussi numéro 1 de draft, il va avoir quand même il va avoir quand même la pression aussi. Hein. Donc, Ouais, exactement. Merci beaucoup, Florian. C'est qu'est-ce qui conclut cette première partie. Vraiment, merci beaucoup à Alexandre pour ton expertise de la Big West. Je pense que ça nous a beaucoup éclairé sur certains joueurs. Et dernière question pour toi. On te souhaite quoi pour la prochaine saison? Je pense que tu as fini le college soccer, si je ne me trompe pas. Hein? Écoutez, moi, il me reste techniquement une saison à jouer que Ok. je sais pas, je pense pas que je vais réaliser parce que normalement, je termine mon diplôme très vite, donc je pourrais pas, je pense pas jouer cette saison et je vais vouloir avancer dans la suite de ma carrière, donc voilà. Et moi, ce qu'on peut me souhaiter, de jouer le plus de matchs possible. Et comme je vais obtenir ma green card américaine les mois qui vont arriver,
j'espère pourquoi pas trouver une équipe l'année prochaine en USL ou en club qui me fera confiance. Et voilà. Si j'avais un dernier mot à dire sur la draft, ça serait que pour moi, le travail de scouting n'est pas vraiment très bien réalisé. C'est-à-dire que quand on a joué contre des équipes comme Maryland, par exemple, avec les joueurs qu'on a, on a vraiment fait un jeu qui était vraiment de qualité. Pour moi, on a presque dominé ce match, même si on a perdu. Pour comparer, je trouve qu'on avait une équipe de qualité individuelle qui était supérieure et un football qui correspond plus au niveau professionnel, justement. Donc voilà, je pense que le scouting il doit être mieux réalisé au niveau de l'Ouest parce que c'est là où pour moi il y a le plus de talent. Mhm. Ça, je suis d'accord. Et je rajouterais aussi, ce qui est vrai, son équipe, c'était la plus spectaculaire à voir de tout le pays. Il n'y avait pas un match où on s'ennuyait. Là, il y a pas photo. Mais je te souhaite le meilleur pour la suite, Alex, hein. Mais si tu peux revenir dans le collège soccer, moi, ça me ferait plaisir, hein. Comme ça, je peux continuer à te suivre, hein. Tu sais, Non, je pense j'ai que envie ça de, va être terminé pour moi. j'ai envie de te voir finir bien, bien, bien. Tu sais. Tu sais comment je suis attaché aussi au esthétique, mais bon, si tu finis pro et tout rapidement, c'est le principal. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre. Et nos Avec plaisir. auditeurs, on se retrouve dans quelques secondes. Merci beaucoup. Parfait, donc on est de retour pour cette deuxième partie. Cette fois-ci, on va vraiment être axé plus sur les clubs, quels clubs qui ont bien fait dans cette draft, quels clubs qui ont moins bien fait. Mais en premier, on a pu remarquer que certains joueurs n'avaient tout simplement pas joué en 2020. Il y en a peut-être certains que ça a pu les affecter positivement en termes de position dans la draft, d'autres peut-être négativement. Donc, c'est ça. Avant qu'on parle des clubs, Florian, je me demandais si comment tu vois les choses, toi, du fait que peut-être que la COVID a changé peut-être la manière que les clubs scoutaient les joueurs. C'est sûr que je pense que déjà, il y a des clubs qui les scoutaient pas pantoute, mais comment tu penses que la COVID a pu affecter cette draft cette année? Ben, ouais, peut-être que les clubs sont moins concentrés sur sur le scouting ou justement ils se sont mis sérieusement, mais comme les joueurs n'ont pas joué, ils en ont laissé plusieurs de côté. Toi, ce qui est étrange, c'est que beaucoup de joueurs là qui ont drafté, qui n'ont, comment le dire? Toi, tu as des joueurs qui ont drafté qui n'ont pas, des joueurs draftés. Il y a des joueurs qui ont été draftés qui n'ont pas joué cette saison, et on peut se poser la question de pourquoi alors ils n'ont pas été Génération Adidas la saison prochaine? Parce que si vous les draftez sans les jouer, ça veut dire que c'était des potentiels joueurs qui pouvaient signer un contrat GA la saison suivante. Donc, ça pose question quand même vraiment. Bah, comment il fait le scouting? Est-ce qu'en fait, on, on ne draft pas volontairement certains joueurs pour les avoir en réserve en fait finalement la saison suivante? Donc, c'est difficile avec la situation qu'on connaît quand même. Il y a beaucoup de questions et c'est difficile à juger. Oui, exactement. Et tu m'en parlais là, en off, tu voulais qu'on en parle au podcast, mais cette saison, avec la COVID et tout, c'est pas parce qu'on revoit des joueurs en college soccer lors du printemps que c'est parce que ça va mal dans leur club ou quoi que ce soit, hein. Je pense qu'il y a une clause spéciale cette année que les joueurs peuvent revenir pour faire leur saison collégiale. Oui, c'est ça, c'est exact. Les joueurs pourront toujours revenir avec leur université et jouer la saison de printemps. Donc, certains ont des possibilités aussi, toi, de gagner un titre national. Donc, ça pèse aussi la balance. Mais d'autres qui voient que peut-être que leur club ne peut pas leur offrir du temps de jeu tout de suite, bah, préféreront aller aussi à l'université que d'aller aussi en réserve parce qu'il faut comparer aussi le niveau des installations. Tu as des installations qui sont bien meilleures que les clubs professionnels et tu sais que tu as une place garantie à l'université, on va dire ton, ton coach te fera
ton coach te fera jouer, il va continuer à te développer, donc tu vas pouvoir faire aussi euh, tes preuves pendant ces saisons-là et essayer de gagner des points auprès de ton club qui peut-être au mois de mai ou au mois d'avril, ça dépend à quel moment ta saison va se terminer, ils vont te signer et te faire, par exemple, vont t'offrir un contrat de 6 mois. Comme c'est arrivé aussi à un joueur MLS, toi le latéral du New York Red Bull qui était Reece Buckmaster, qui est parti ensuite USL, il avait d'abord joué avec la réserve et pour le restant de la moitié de saison, les Red Bull l'ont fait signer toi un contrat toi de 6 mois environ, toi, de 4-5 mois. Donc il y a cette possibilité que les clubs face aux enjeux financiers qu'il y aura, se disent, bon, on va peut-être faire signer aussi, le joueur a l'air d'être pas mal, il a plutôt bien performé, bon, on l'appelle, on va dire, on va t'offrir un contrat de 6 mois et tu auras ces 6 mois-là pour faire tes preuves. C'est toujours ça Ouais, de bénéfique. ouais. Surtout qu'il va avoir des blessures. Il y a des joueurs qui vont avoir peut-être le Covid, hein, qui vont pas pouvoir jouer. Ça va leur couper aussi de la préparation. Il y a plein de choses à considérer. Donc c'est pas parce que, comme on disait au début, c'est pas parce que le joueur ne reste pas là au mois de février pendant la pré-saison que c'est fini. Parfait, parfait. Et donc, c'est ça pour revenir au club. Pour toi, là, quels sont les deux, trois meilleurs clubs là, dans cette draft? C'est lesquels pour toi qui ont repêché le plus intelligemment? Euh, là, il y a Orlando. Commence à devenir un classique, mais là, Orlando, là, ils ont fait quand même grosse draft. Surtout, ils ont recruté le gardien de Wake Forest qui a fait que progresser ces 2 dernières saisons, qui est Andrew Pannenberg, qui est c'était en plus le meilleur gardien de la conférence. Donc, il va bien aider à renforcer selon moi. Il a aussi drafté là les 2 joueurs qui ont gagné le titre national avec Georgetown, donc le défenseur Ryob Kuhn, que j'en avais que j'avais mis dans l'une de mes vidéos comme quoi c'était un des joueurs seniors à suivre. Très bon défenseur, de la tête, bonne relance en pied, qui joue dur. Je connais quelqu'un qui a joué en plus contre Jordan. Il disait que c'était l'équipe qui était le plus proche vraiment du niveau national 2, qui avant s'appelait la CFA. Donc très bon, excellent défenseur, très complet, vraiment très complet, qui joue dur. Et il y a aussi l'attaquant Derek Dodson, là qui peut poser vraiment aussi des problèmes dans la hiérarchie des attaquants et au niveau de Daryl Dickey. Mais c'est pas sûr que il joue avec Orlando, parce que plus spécifiquement les joueurs de Georgetown, eux, tous les joueurs de Georgetown pourraient tous revenir jouer au printemps parce qu'ils ont une grosse équipe pour gagner aussi le titre national. Donc c'est peut-être des joueurs qu'on verra peut-être un peu plus tard, vers la seconde moitié de saison. Leur situation est compliquée. On ne sait pas si ils, on sait pas s'ils vont vraiment vouloir aller à Orlando maintenant, mais les choix qu'a fait Orlando au niveau de ces 4 choix, c'est de très bons choix. Vraiment, ils vont aider surtout à renforcer l'équipe et à ce qu'elle soit très compétitive. Et ensuite, il y a Kansas City avec le Canadien Matt Constant et Jamil Roberts. Matt Constant, c'est un défenseur central qui est très solide aussi, qui je trouve très fier. En plus, l'université de Carolina est réputée pour être pour son aspect défensif, qui est très rigoureux. Ils permettent très peu de buts et très peu de tirs. Et je l'ai déjà vu jouer aussi contre Duke, où il a annihilé énormément d'attaques. Ça a été le meilleur joueur, selon moi. Et il y a l'anglais qui est un ailier gaucher, Jamil Roberts. Très bonne technique, très bon tir. Il a une bonne lecture de jeu. Bon, le problème, c'est qu'il a un statut international. Donc, on va voir comment ça se passe. Possiblement, il reviendra avec Marshall. Et Hmm. Orlando et Toronto, je veux dire Kansas pourrait peut-être essayer de faire les démarches en attendant, comme ça il peut continuer à jouer, mais c'est quand même
une très belle addition. Et comme troisième choix, ben, je vais donner deux troisième choix en même temps d'un gars à Portland avec Diego Gutiérrez. Donc je vous invite à lire l'article que j'avais fait sur lui, qui était pour moi mon premier choix. Parce que ils ont aussi drafté un autre joueur qui vient de Dartmouth, mais en ayant drafté Diego Gutiérrez, pour moi ça change absolument tout. Et il y a le LA Galaxy qui pourrait surprendre en ayant bien entendu Joe Rack et Preston Jude. C'est Ce sont deux très belles additions, surtout que Preston Jude pourrait, bon, pas débuter titulaire, il pourrait revenir à l'université, mais en sortie de banc, il peut, il- c'est en tant que sortie de banc, dans la rotation, rotation, je veux dire, c'est, dans ce rôle-là, c'est un très bon choix parce que c'est un joueur qui sait prendre ses opportunités de près ou de loin, il joue neuf, et j'en ai déjà parlé de lui sur Twitter. Il faut, il ne faut pas lui laisser des espaces, ni le laisser à 20-25 mètres, parce que si vous laissez juste un peu d'espace, il a une frappe tellement puissante qu'il est difficile pour un gardien de la capter. Et sur Josh Rack, j'en ai déjà parlé au début de podcast, c'est un joueur qui est capable de jouer partout et qui correspond, et qui fait ce profil-là est très apprécié des coachs. Donc le Galaxy a beaucoup de possibilités à faire avec lui. Donc voilà. Parfait. Et que je trouve intéressant dans tes trois choix, ben, c'est trois équipes avec des réserves. Donc, c'est vraiment ces joueurs-là vont vraiment avoir la chance de pouvoir jouer. Peut-être pas forcément avec la première équipe, mais ils vont apprendre du milieu professionnel avec l'équipe réserve, que ce soit que SKC2, des Galaxy 2 ou Orlando City SCB. Moi, le choix qui m'a surpris de ta part, c'est le Sporting Kansas City, parce qu'au final, le Sporting Kansas City a échangé son choix de première ronde. Donc, la première fois qu'il a pu repêcher un joueur, là, c'était à la toute fin de la deuxième ronde. Donc, je suis quand même surpris que pour toi, un des bons clubs qui a bien fait, c'est sorti de la première ronde, mais c'est sûr que l'important, c'est que les joueurs soient bons. Matt Constant, Jamil Roberts, je pense que s'ils vont pas au collégial durant le printemps, là, ils vont quand même beaucoup de temps de jeu avec Sporting Kansas City 2, donc ça risque d'être intéressant à voir. Là. Ouais, bah, cette année, il y avait des possibilités pour faire de très bons coups dans les second et troisième tours. Donc, on va voir aussi les clubs qui ont bien géré leur choix à ce moment-là. J'ai eu un peu l'impression quand même qu'il y a certains clubs qui ont quand même pris un peu au sérieux euh, cette draft et qui ont réussi à faire quelques choix intéressants vers deuxième, troisième tour, mais on verra bien pendant la saison. Ouais, c'est exactement. Puis je pense que ça se fait naturellement lorsque tu as une réserve, que tu fais la super draft un peu plus sérieusement parce que veux pas, c'est une mine d'or de joueurs qui ont le niveau soit League One ou Championship. Fait que honnêtement, c'est raisonnable tes trois choix. Je pense que ça fait du sens. Puis j'ai hâte de voir là, ta réponse pour la prochaine question. Mais selon toi, quels sont les deux, trois pires clubs, ceux qui ont le moins bien fait dans la super draft? Je me demande si tu vas parler de Philadelphie. Ah bon, Philadelphie, bon, à partir du moment où ils ont échangé leur choix, bon, il n'y a rien, on peut pas, on peut pas les juger puisqu'ils ne Ouais, sont plus c'est dans ça. la draft. Mais pour moi, il y a Nashville quand même. Nashville, c'est à part l'attaquant de Virginia Tech là qui ira causer. Bon, c'est un peu compliqué à prononcer pour moi, mais à part lui qui est plutôt un bon choix, pour le reste, je suis dubitatif, surtout le gardien, Thor Sanders, que j'avais vu une fois à Cron, et j'en avais déjà aussi avec quelqu'un qui est aussi gardien et qui l'a vu en plus en vrai, et qui c'était vraiment pas bon, pas une façon de jouer pas du tout intelligente, du tout. Il cassait trop souvent le jeu d'Akron. Comme autre choix, il y a le Real Salt Lake.
Euh, Parce que le Real Salt Lake, ça dépend à quel niveau de standard un juge. On dirait qu'ils ont plutôt pris des joueurs pour leur réserve, pas pour la MLS. Donc si on se base uniquement d'un point de vue MLS, c'est pas c'est pas un bon choix. Mais si on parle de renforcer la réserve, alors oui, c'est des bons choix. Et ensuite, comme autre club, euh, après c'est pas simple. Je dirais peut-être Austin, OK. peut-être Austin. Mais après, c'est pas vraiment ça, puisque si on regarde globalement les autres équipes, il y a genre deux, trois joueurs intéressants, donc c'est difficile de dire que tous les autres ont fait un mauvais choix. Hmm. Et pour revenir au Real Salt Lake, comme tu dis, ça ferait du sens que ça soit vraiment pour leur réserve parce que de un, ben, leur réserve, la saison passée, ça a été une de leurs pires saisons. Donc, c'est une des seules équipes qui a vraiment là, qui a utilisé 4 rondes de draft. Donc, ils ont vraiment fait le plus de choix qu'ils pouvaient. Donc, je pense que ça va être intéressant de les voir aller, ces nouveaux joueurs-là, parce qu'au final, pour leur équipe première, je pense que le Real Salt Lake, à l'image d'un Philadelphie, sont assez satisfaits de ce que leur académie apporte. Donc, Mhm. ça ferait vraiment du sens, là, le fait que ça soit pas le Real Salt Lake qui aille repêcher là, jeudi, mais que ça soit bel et bien les Real Monarchs. Ouais, sûr. Et puis le Real Salt Lake, ils ont drafté un joueur à la surprise générale, là, qui, Harris Brick, c'est un grand attaquant de Georgia 7. Et là, perso, là, je l'attendais pas à le voir à la draft. C'est plutôt un joueur qui, qui a besoin d'être utilisé, toi, dans un rôle, toi, bien défini, toi, strict pour être mis en valeur, tout ça. Et, et qui correspondait plutôt ainsi, toi, au niveau, toi, de l'USL League One, USL Championships. Après, comme il est très grand, tout ça, et qu'il peut être utilisé comme joueur de pivot, peut-être qu'il peut se démarquer comme cela, mais ça a été. Moi, je m'y attendais pas que ce joueur soit drafté, et du coup, bon, ça fait aussi un peu de sens que quand on regarde un peu les joueurs qui sont pris, que c'est plutôt pour l'USL. Comme tu as dit, ils ont connu une de leurs pires saisons. Il faut renforcer aussi un peu quand même l'équipe. Donc ça fait aussi du sens pour ça. Hmm. Exactement, exactement. Je pense qu'on a fait le tour des clips, Florian. Mais ça, avant de conclure, est-ce que tu un dernier mot? Ah, oui, juste rapidement, pour ajouter, c'est vrai que Minnesota a fait une très bonne draft. Et juste féliciter Adi pour et sa femme pour leur tout nouveau venu. On le souhaite le meilleur pour la suite avec leur enfant en tout cas. Oui, exactement, exactement. Encore une fois, dit, on te félicite. Je pense que Florian s'exprime un peu pour toute l'équipe et donc Oui, on est avec toi. Ça va être une belle expérience et nous, chers auditeurs et auditrices, ben, je vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Je pense que ça a été très intéressant. C'est toujours, je pense que c'est après Noël, Florian, ça doit être, ça doit être le jour de la Super Draft que tu es le plus content dans l'année. Donc, ouais, cette année-là, j'étais un peu moins content quand j'ai vu le déroulement, mais bon, c'est comme ça. C'est année particulière, il y a eu le Covid, donc il faut relativiser. exactement, exactement. Profiter des moments qu'on a et pas se dire que ça aurait pu être mieux. C'est comme ça qu'on profite de chaque instant. Mais c'est ça, donc je vous remercie d'être toujours là, soit en podcast ou en article. C'est toujours bien de vous voir interagir avec nous sur Twitter, des choses comme ça. Donc, je tenais à vous remercier encore une fois et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Culture Soccer.